Bonjour Eric, ravi de vous rencontrer à Bruxelles pour Enea TV, la première télé consacrée à l'énéagramme. Alors vous êtes le fondateur du centre d'études de l'énéagramme à Paris et vous êtes également auteur de plusieurs livres sur l'énéagramme, dont l'ABC traduit en 9 langues et La clé de l'énéagramme, qui est un des seuls livres au monde à ce jour consacré aux sous-types. Alors vous animez également tous les modules du programme certifiant de formation à l'énéagramme. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi l'énéagramme? L'énéagramme, c'est une grille de lecture de la personne. C'est un système d'études pour mieux comprendre qui je suis vraiment au fond et qui est l'autre. Et ça sert à quoi en fait l'énéagramme? On part du principe que chaque base, chaque type donc, a à la fois un don et un piège. Si je suis comme ça, c'est que j'excelle à agir comme ça, ou à filtrer le monde extérieur comme ça, donc je suis bon, je suis fort là. Et le piège, c'est que si je suis fort là, je tends à ne vouloir vivre que là, parce que c'est là où est mon estime de moi-même, c'est là où est ma confiance, et donc oser d'autres facettes intérieures que je porte en moi, c'est risqué, parce que je les contrôle moins, et donc c'est plus inquiétant d'oser utiliser une facette de soi-même dans laquelle on a moins confiance, et on risque de se prendre un pain. Mais si je n'utilise une vie entière que 10% du potentiel que j'ai en moi, c'est triste aussi. Découvrir ce que je suis ne peut se faire que par contre-identification, comme un chat appelle ça. Si Paul est rouge, si Pierre est jaune, et si vous êtes bleu, eh bien, si je suis ni rouge, ni bleu, ni un, alors, eh ben, je suis de ma teinte à moi qui est autre. Donc, trouver son profil, ça veut dire passer un certain temps en groupe, à écouter l'un, et puis l'autre, et puis le troisième, à avoir une idée de la structure du système et des profils pour voir ce que je ne suis pas. Et au-delà de ce que je ne suis pas, il y a une espèce de clic qui va se faire un jour. Ah, tiens, bah c'est vrai, je suis comme ça. Et pour la majorité des personnes, ça va être une surprise. Alors vous êtes issu de l'école d'Hélène Palmer qui se base sur la tradition orale. La première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que la tradition orale? Ouh là là, mais vous en avez des bonnes questions. Alors, la tradition orale, c'est avant tout le fait qu'on considère que l'homme est conscient, intelligent et capable de trouver son profil principal par lui-même. Et donc, ça va se passer en stage, c'est très participatif, c'est très interactif. On demande aux gens d'être ensemble et de se confronter les uns aux autres, et on a plein d'exercices. Donc c'est tout sauf un prof qui fait un cours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une pédagogie à part. On part du vivant, on part des cas pratiques. On est plutôt là pour interagir ensemble. Et il n'y a pas un professeur, il y a un animateur qui innove, qui propose, qui co-crée avec chaque participant. Donc on est plutôt dans une co-création active, deux participants et un animateur ensemble qui s'entrechoquent, qui coexistent ensemble et qui font qu'une prise de conscience que chaque participant va se faire et que chacun va dire ah bah oui, à cause de cet exercice ou grâce à cette interaction, ah oui, là je peux pas nier que j'ai agi comme ça. Et donc on révèle le profil de chacun à lui-même plutôt qu'on le lui dit. On vient en stage faire une expérience en groupe plutôt que d'apprendre un cours. Donc il y a la découverte de sa base, de son type dans vos formations, mais il y a également les panels. En quoi ça consiste exactement les panels? C'est un animateur qui existe de moins en moins et donc qui est au service des participants qui sont là. Et en gros, on va mettre ensemble
3 ou 4 participants d'une seule et même base qui témoignent en face du groupe de la façon dont ils filtrent le monde extérieur avec leur tête, la façon dont ils ont un mode de susceptibilité principal par rapport à ce qui se passe là, et de la façon dont ils réagissent de façon instinctive à certaines choses. Et comme ils sont d'une même base, si on a 2 hommes et 2 femmes qui témoignent ensemble, leur style de réponse, les mots qu'ils prennent, leur façon d'être ou leurs expressions se ressemblent. Et donc, ils incarnent, au sens propre, ils incarnent un profil et ils disent comment est leur vie intérieure. Et donc, à l'extérieur, les participants qui assistent à ça entendent ce qui est dit, mais voient aussi une espèce de cohérence dans la façon de réagir des personnes d'un même type. Ça, c'est vivant, c'est concret, et ça parle de l'expérience de chaque jour. Par rapport à d'autres outils, quelle est la valeur ajoutée de l'énéagramme? Si je mets tous les hommes et toutes les femmes du monde autour d'un cercle, la première chose que induit cet énéagramme, c'est que si on met la vérité au centre, personne n'a raison, personne n'a tort, on a tous un point de vue. Et ça, c'est très très fort déjà, c'est une découverte extrêmement forte. Donc en termes d'acceptation de l'autre, c'est fort, quoi. Après, on va mettre les 9 points autour qui servent de repères. Donc c'est une acquisition de repères sur soi et sur l'autre qui est à la fois simple et forte. Voilà, c'est les 2 premières choses que j'ai envie de dire. Et par rapport à ça, ce qu'on me renvoie en stage, c'est, mettons qu'une personne sur 3 ou 4, à la fin d'un stage en 2 jours, dit « Waouh, merci beaucoup, ma vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui et tout. » Bon, chouette. Ce que je crois, c'est que c'est une prise de conscience si forte que ça change complètement une vie d'une personne sur 3 ou 4 qui vient en stage. Je ne suis pas sûr que les autres outils aient une puissance de frappe aussi forte et en termes de prise de conscience, pour dire ça comme ça. Le qui suis-je et qui est l'autre en face devient très éclairant avec ces 9 bases. Et je pense que par rapport à d'autres outils, qu'on change la vie d'une personne à ce point-là en 2 jours, je trouve ça beau, fort et beau. Sur base de quoi l'énéagramme a été fondé? Est-ce qu'il y a eu des tests sur des personnes? Alors je dirais qu'un des avantages du système, avantage je suis même pas sûr, enfin une des particularités en tout cas, c'est que c'est expérientiel. Donc sur 1000 personnes prises n'importe où au monde à l'heure actuelle, il y a à peu près autant de représentants sur chacune des 9 bases. Donc c'est expérientiel, cette répartition en 9 grands points est avant tout expérientielle. Après, elle repose aussi sur la typologie des passions et vertus, qui elle date qu'on retrouve dans différentes cultures, dont chez les pères du désert chrétien au IVe siècle, mais pas que. Donc cette subdivision des passions, donc des travers principaux de la personne au sens large, existe depuis longtemps. Donc cette subdivision en 9 profils est extrêmement ancienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, les psychiatres et les autres psys qui viennent en stage disent que ça a vraiment du sens par rapport à leur job et par rapport à la grille qui jusqu'à maintenant la plus utilisée était le DSM-4, qui est une répartition des différentes difficultés qu'on retrouve en psycho, quoi. Et ils disent que cette grille de l'énéagramme en base 9, ça accueille bien tout ce qu'ils ont pu apprendre sur le DSM, et que cette répartition en base 9, ça colle bien avec leur expérience aussi. Donc tous ceux qui avaient un certain parcours avant, de se poser plein de questions sur qui est l'homme, comment je fonctionne, tout ça, et qui étaient passés par d'autres outils avant, donc des psychiatres, mais aussi des médecins, mais aussi des pros de l'homme au sens large. Bon. Toutes ces personnes qui viennent en stage avec un
un recul de 20 ans d'expérience ou de 30 ans d'expérience ou autres qui viennent en stage disent que cette grille en base 9 colle bien et intègre tout ce qu'ils ont pu apprendre sur l'homme avant. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les autres grilles. Voilà.